tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des 12 confessions et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on part un peu plus dans le côté obscur et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, que j'adore regarder. Personnellement, on va pas se mentir, tout ce qui est true crime, disparition, paranormal, c'est ce que je consomme le plus, que ce soit sur YouTube ou Netflix. Et du coup, je ne pouvais pas faire un épisode sur les 12 confessions sans parler de tout ce qui est un peu obscur. Donc, écoutez, j'ai trouvé plein d'histoires sur Reddit. J'en ai sélectionné que quelques-unes. J'ai pas tout lu pour vraiment pouvoir découvrir en même temps avec vous. Et c'est parti! Donc, les histoires sont assez longues. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à boire en même temps, etc. Je tiens d'abord à préciser, pardon, que comme vous savez, j'ai mal à la gorge, mais j'ai aussi un rhume. Donc, écoutez, s'il y a pas mal de coupures, je suis désolée. C'est juste que je vais devoir relire mon avis plusieurs fois. Mais vous inquiétez pas, au montage, je ferai tout pour que ce soit parfait pour vous. Enfin bref, c'est parti pour la première histoire qui, je pense, est la plus longue de toutes celles qu'il y a dans cet iPad. C'est parti! C'est étrange pour moi de participer à ce genre de thread. J'ai tellement eu l'habitude d'en lire juste pour me divertir, en me disant qu'il ne m'était jamais rien arrivé d'aussi terrifiant. Mais en réalité, si. Notre cerveau a cette capacité de normaliser les choses au point d'oublier que certains événements auraient pu nous coûter très cher si nous n'avions pas été un peu attentifs. J'aimerais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées. Ce sont les deux seules fois de ma vie, et en tant que femme, des mauvais pressentiments, j'en ai eu énormément. Et j'ai ressenti une intuition si puissante que je me suis convaincue de m'être sauvé la vie grâce à elle. La première histoire remonte à quelques années. J'avais 19 ans et j'étudiais à Toulouse. Les week-ends, je travaillais dans un fast-food en périphérie. Pour m'y rendre, je combinais trottinette électrique et bus. C'était un trajet long et épuisant. À cette époque, ma vie était assez lourde. J'habitais dans un quartier peu sécurisé, je subissais énormément de remarques dans la rue et j'étais constamment en état d'hypervigilance. Ce jour-là, je monte dans le bus avec ma trottinette et je m'installe à l'avant, sur un siège dos à la route. En face de moi se trouvait un siège individuel face à la route et juste derrière, un autre siège individuel légèrement surélevé. À ma gauche, de l'autre côté de l'allée, il y avait un dernier siège dos à la route. Je pose soigneusement ma trottinette au sol. Au fil des arrêts, deux jeunes hommes montent en rigolant, puis se coupent net dès qu'ils rentrent. L'un s'assoit sur le siège surélevé en face de moi, l'autre prend celui à ma gauche. Mon instinct d'hypervigilance s'active immédiatement. Deux amis qui montent ensemble mais s'installent aussi loin l'un de l'autre dans un bus presque vide, c'est étrange. Personnellement, je pense que j'aurais été vigilante aussi. J'essaie de ne pas trop y penser. Je remets ma musique en me disant que je me fais des films. Quelques arrêts plus tard, le bus se remplit un peu et un inconnu s'assoit juste en face de moi. Mais je remarque que les deux amis ne se parlent toujours pas. Pire, ils s'échangent des regards en coin et celui sur le siège surélevé commence à donner des coups de pied dans ma trottinette. La peur monte. J'essaie de rationaliser et de me dire que je suis paranoïaque et que tous les hommes ne sont pas dangereux. Mais il continue. Il me lance des regards provoquants quand je le fixe pour lui faire comprendre d'arrêter, puis il sourit à son ami, sans dire un mot. Mon arrêt approche. Ce fast-food se situe dans une zone industrielle, isolée, où personne ne descend jamais. Ah! Une pensée me glace le sang. S'ils descendent avec moi, je suis fichue. Oh, c'est horrible. Je me mets à trembler. Au début, j'avais surtout peur pour ma trottinette, payée avec toutes mes économies, sans même réaliser le danger sur ma propre personne. Puis, la peur me pousse à agir. Je me penche vers l'homme assis en face de moi. Il retire ses écouteurs et je lui chuchote la voix tremblante. Vous voyez les deux hommes, ils sont montés ensemble, mais ils me fixent. Celui derrière vous tape dans ma trottinette. J'ai peur qu'ils me suivent. Est-ce que vous pourriez descendre avec moi au prochain arrêt, s'il vous plaît? Il me fait un simple signe de la tête pour me dire oui. Ouf. Ma pression redescend d'un coup. Je n'avais jamais abordé un inconnu de ma vie pour une simple intuition, mais c'était vital. L'arrêt arrive, j'appuie sur le bouton. Là, je vois les deux hommes se regarder et hocher la tête. Le bus s'arrête. On se lève. Les deux hommes se lèvent au même moment. L'homme qui a accepté de m'aider prend immédiatement ma trottinette pour la descendre à ma place. En voyant ça, les deux autres se figent. Leurs regards trahissent une immense surprise, comme s'ils se demandaient « C'est qui lui ?» Puis ils se rassoient. Nous descendons. Dès que le bus repart, je fonds en larmes en remerciant cet homme de m'avoir très probablement sauvée. Il a été d'une bienveillance rare. Il m'a proposé son numéro pour s'assurer que j'arrive bien, sans jamais insister quand j'ai décliné gentiment.
Je ne saurai jamais leur intention exacte, mais je sais que je n'ai jamais ressenti un danger aussi limpide. Donc là, on va passer à la deuxième histoire de cette personne, mais j'aimerais juste revenir sur ça en disant que faut toujours suivre son intuition. Même si, imaginons, peut-être que c'est une fausse intuition, on ne sait jamais, toujours suivre son intuition parce que malheureusement, on ne sait jamais de ce que les gens sont capables. Et c'est une femme, et on sait tous qu'en tant que femme, on peut facilement, malheureusement, avoir ce genre d'événement. Donc, toujours suivre son intuition. On continue avec l'histoire 2 de cette personne. J'ai dû poser mon iPad parce que je n'ai plus de batterie. Donc ça va me perturber un peu, mais écoutez, c'est pas grave. Donc let's go pour son histoire 2. La deuxième histoire est beaucoup plus récente. Aujourd'hui, j'ai la vingtaine et je vis avec mon ami dans une maison de ville. Le quartier n'est pas très rassurant, mon voisin me fait régulièrement des catcalling, je sais absolument pas c'est quoi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais aller voir sur internet, parce que je sais pas c'est quoi des catcalling. Si quelqu'un sait c'est quoi. Des sifflements, d'accord. Ok. Bon, du coup, c'est des sifflements. Donc son voisin lui fait régulièrement des sifflements. Il commentait chaque parcelle de mon corps sans même connaître mon prénom. Mon Dieu. Un jour, je sors retirer de l'argent au distributeur en face de ma rue. Pour y aller, je traverse la route devant chez moi et prends une petite ruelle. Entre les deux se trouve un grand espace dégagé sous un pont, offrant une visibilité parfaite depuis ma maison. Après avoir retiré mon argent, je refais le chemin inverse. En réengageant la ruelle, je croise 5 adolescents qui prennent toute la largeur du trottoir. Sans surprise, ils se mettent à aboyer à mon passage. Waouh! Épuisé par ces remarques incessantes, je monte le son de mes écouteurs et continue. Alors personnellement, ce genre de moment, je laisse mes écouteurs mais je coupe le son. Parce que malheureusement, je préfère savoir ce qu'ils disent que ne pas savoir ce qu'ils disent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je traverse l'espace sous le pont, puis la route, et j'ouvre enfin ma porte d'entrée. Au moment exact de la refermer, je me retourne. Il y a un homme, juste là, de l'autre côté de la rue. Il s'est stoppé pile au moment où je l'ai regardé. Il y a un téléphone collé à l'oreille, mais ne parle pas. Il me fixe immobile. Mon cœur fait un bond. Je ne l'avais pas vu une seconde plus tôt. Pourtant, sous ce pont, la vue est totalement dégagée et je regarde toujours autour de moi avant de traverser. S'il avait marché normalement, je l'aurais aperçu. S'il était là si vite, c'est qu'il a forcément couru ou accéléré dans mon dos. Avec le temps, j'ai appris que les hommes les plus silencieux sont les plus dangereux. Mon voisin hurle, il me dérange, mais tout le monde l'entend. Cet homme-là, personne ne l'avait vu, personne ne l'avait entendu. On se fixe pendant 2 ou 3 secondes, puis je claque la porte. Je cours à la fenêtre de ma chambre à l'étage, l'homme a déjà disparu. En moins de 10 secondes, il a de nouveau accéléré pour sortir complètement de mon champ de vision. C'est la deuxième fois que mon instinct tirait la sonnette d'alarme. J'espère sincèrement que c'était la dernière fois. Alors, franchement, entre filles, on sait tous que malheureusement, c'est des choses qu'on peut vivre quotidiennement. Donc, à part vous dire de suivre votre instinct, de faire très attention, je sais que maintenant, il y a aussi des applications sur téléphone pour si au cas où on se sent en danger. Franchement, n'hésitez pas aussi à installer ce genre d'application. Faites quand même attention sur lesquelles vous accordez votre confiance, parce qu'on sait jamais quand même, il y a des applications où potentiellement n'importe qui peut les installer. Sinon, après, essayez de voir ce que vous pouvez faire si vous voulez vous sentir plus en sécurité dans les rues. Mais on sait jamais, faites attention et suivez toujours votre instinct. On passe à l'histoire numéro 2. Pour vous contextualiser un peu les faits, tout ça s'est déroulé l'été dernier. C'était au tout début du mois de juillet et je passais énormément de temps avec mon meilleur ami qu'on va appeler Alex. Je savais que la semaine d'après, je devais commencer mon stage de seconde. Du coup, je voulais profiter à 100% de mon temps libre avec lui. On sortait beaucoup et surtout, on adorait faire de l'urbex. On cherchait l'aventure et croyez-moi, on a été servi. Disclaimer, si vous faites de l'urbex, faites très attention. Dites toujours à où vous allez, on sait jamais. Surtout des lieux abandonnés, on sait jamais sur qui on peut tomber et surtout, on ne connaît pas l'état du bâtiment. Donc surtout si vous montez à l'étage, etc., à tout moment, vous pouvez vous faire mal. Enfin, faites quand même très attention quand vous faites de l'urbex. Il faut savoir que dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un coin très street art avec pas mal de chantiers en cours, dont certains en souterrain. Un jour, alors qu'on passait sous un pont, on tombe sur de grandes salles recouvertes de graffitis. À un moment donné, on repère une pièce barricadée aux 2 tiers par de la tôle. Ni une ni deux, on l'escalade.
On verra par la suite, mais je pense pas que c'était une bonne idée. On atterrit dans un compartiment avec une ouverture au fond, plongé dans une pénombre inquiétante. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Mouchi, il y a une mouche. Le sol est jonché de détritus et recouvert d'une quantité aberrante de poussière. On aperçoit une plaque d'égout qu'on parvient à soulever avec une barre de fer. Mais en dessous, rien du tout. Pas de réseau souterrain, juste des câbles électriques. On décide donc de s'enfoncer plus loin dans le complexe. On se retrouve dans un immense couloir avec une hauteur de plafond d'au moins 15 mètres. Très vite, on se heurte à un grillage. Par terre, c'est le chaos. Des tuyaux en masse, des panneaux et des parpaings s'empilent. Et au fond de tout ce bazar, une voiture. Elle n'a pas du tout l'air d'appartenir à une entreprise de chantier. Ça sent pas bon. On repère une brèche dans le grillage et on s'y infiltre. Sur au moins 20 mètres, les éclairages fonctionnent par détection de mouvement. Avec Alex, on est complètement dans notre élément. On avance, on s'amuse, on filme et on rigole, persuadé d'être tout seul. Et je parie que vous n'êtes pas seul. Plus on avance, plus on découvre de nouveaux compartiments. À droite, dans le noir complet, du matériel est entreposé avec une petite camionnette. À gauche, un autre compartiment héberge un conteneur fermé et plein de carcasses de vélos. On continue notre exploration et juste en face du compartiment au vélo, plongé dans l'obscurité totale, une échelle apparaît. Bon, au final, elle ne menait nulle part. Enfin, on arrive tout au bout du couloir. L'atmosphère change. L'endroit paraît plus propre et deux grandes portes coulissantes, que j'avais prises pour un simple mur, se dressent devant nous. C'est à ce moment précis qu'Alex me fait remarquer une autre plaque d'égout, 5 mètres plus tôt. On l'ouvre, on bloque le couvercle, mais au moment où l'on s'apprête à descendre, un bruit sourd retentit. Le son a résonné directement à travers les portes coulissantes. On se regarde dans le blanc des yeux avec Alex. Il me chuchote, mec, si on entend encore un seul bruit, on court. Il a à peine eu le temps de finir sa phrase que les portes coulissantes commencent à s'ouvrir. On est resté figé, pétrifié pendant ce qui m'a paru être une éternité. Un homme se dressait là, silencieusement, devant nous. L'adrénaline a explosé. On s'est mis à courir comme jamais. On a traversé tout le complexe en moins de 10 secondes et on a jailli à l'extérieur. Sur le coup, je pense que le gars était tellement abasourdi de voir du monde là-dedans qu'il n'a même pas su comment réagir. Sur le moment, avec Alex, on en a plus ri qu'autre chose. On venait de découvrir un endroit incroyable et cette rencontre ne nous avait pas plus traumatisés que ça. Mais bon, comme on a été très cons, on y est retourné dès le lendemain. Je suis désolée, je vais dire ce que je pense, mais c'est pas con là, c'est... Je suis désolée du terme, mais c'est débile. Fait, les gars, vous êtes tombés sur des gens que vous connaissez pas, enfin, vous savez que c'est habité, entre guillemets, enfin, pourquoi vous y retournez? Je comprends pas. Bref, je vous passe les détails de cheminement, mais on retourne au complexe. Et là, je vous demande d'être très attentif. C'est lui qui le demande, pas moi, mais je vous le demande aussi. Pendant qu'Alex part fouiller le conteneur dans le compartiment au vélo, je vais jeter un œil vers l'échelle plongée dans le noir. Quelques minutes passent, puis Alex m'appelle. Mec, le conteneur est ouvert, viens voir. À peine ai-je le temps de poser un pied dans le conteneur qu'Alex, resté à l'entrée du compartiment, me lâche d'une voix paniquée. Putain, ils sont là. Logique. Logique. Au début, je me dis qu'il se fout clairement de ma gueule pour me faire peur. Mais il insiste tellement lourdement que je m'approche de lui. Et bordel, quand j'ai vu ce qui se passait, mon cœur s'est arrêté net. Ça paraît logique. Les portes tout au fond du couloir étaient grandes ouvertes. Une camionnette venait d'entrer et plusieurs mecs en descendaient. C'est la panique totale. Je pique un sprint monumental. Alex me rattrape et me dépasse. Derrière nous, j'entends le moteur de la camionnette monter en régime. Mon cerveau vrille. Ils vont nous écraser ou quoi? Mais les gars en même temps... Bref. Un des gars se met à courir devant le véhicule en nous hurlant dessus. Hey, 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 arrêtez-vous. Mais les gars, ça paraît logique. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Arrivé devant le grillage, on saute par-dessus les détritus. Alex passe en premier et commence directement à escalader
la palissade en tôle de la sortie. Quant à moi, au moment de me baisser pour traverser le trou du grillage, je me retourne et mon sang se glace instantanément. À 1 mètre de moi seulement, de l'autre côté du grillage, se tient un mec immense. Une vraie armoire à glace, habillé d'un t-shirt rouge et portant des gants coquets. Ça doit être avec des coques là, je pense. Il s'accroche au grillage et me hurle des insultes à la figure. Je réussis à m'extirper, je rejoins Alex et on a couru sans s'arrêter pendant super longtemps. Ces mecs-là, ce n'étaient clairement pas des ouvriers de chantier. Ils n'obéissaient à aucune règle. Ils étaient prêts à nous défoncer la gueule et peut-être même pire. Je vous jure que je n'exagère rien. C'est l'impression terrifiante qu'ils nous ont donnée. Qu'ils nous ont laissé, pardon. J'ai changé le mot. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Pour la petite note de fin, j'ai dû repasser là-bas un peu plus tard la boule au ventre parce que j'y avais fait tomber mon téléphone. Par chance, il était resté de notre côté du grillage. La voiture du début avait disparu pour être remplacée par 2 autres camionnettes dont j'entendais du bruit au loin. On a récupéré le téléphone, on a décampé à toute vitesse et on n'y est plus jamais retourné. Franchement les gars, si vous faites de l'urbex, faites extrêmement attention aux gens que vous pouvez croiser. On n'est jamais vraiment à l'abri. Et je confirme. En fait, moi, j'y serais pas retournée. Enfin, si déjà à ce moment-là, enfin, ça vous a pas traumatisé, mais voilà. Enfin, comme je dis, votre instinct, votre intuition, si vous sentez pas cet endroit, n'y allez pas. Mais déjà, on sait jamais. Faites très attention, comme il dit, sur qui vous tombez, parce que vous n'êtes jamais très sûr si c'est quelqu'un de bien ou pas. Mais franchement, l'urbex, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux, donc je suis personne pour vous l'interdire, mais faites quand même très 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 attention. Et n'allez jamais déjà sur des propriétés privées, déjà. Mais aussi dans des lieux que vous connaissez pas. Franchement, on sait jamais, prenez peut-être des choses pour vous protéger, ou ne faites confiance à personne si vous connaissez pas les gens. Voilà. Allez, c'est parti pour la troisième histoire. Alors, la troisième histoire, il y a un disclaimer. Avertissement, l'histoire qui va suivre aborde des sujets très sombres et sensibles liés aux violences physiques et aux agressions. Si vous êtes sensible à ces sujets, prenez soin de vous. Donc, si vraiment vous n'aimez pas tout ce genre de sujet, si vous êtes très sensible, si ça vous touche, n'écoutez pas cette histoire-là. C'est parti, et je compte pas faire comme précédemment, la lire en mode un peu plus... Ah, ok, d'accord. Là, je veux vraiment raconter l'histoire telle qu'elle, etc. Et c'est quelque chose d'assez sincère, d'assez sérieux. Donc voilà, on va rester sérieux. J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire, mais récemment, je suis retombée sur un enregistrement audio que j'avais fait cette nuit-là, et tout est remonté d'un coup. Ça s'est passé en plein mois de décembre, dans un hôtel Ibis Budget, du centre-ville de Toulon. Je fêtais mes 18 ans et pour l'occasion, on avait pris une chambre à 4 avec mes potes. On va les appeler G, A et P. Vers 4 heures du matin, je me fais réveiller en sursaut par un énorme boom très sourd qui semblait venir du plafond. L'un de mes potes, G, était déjà réveillé, en train de manger mon gâteau d'anniversaire en douce pendant qu'on dormait. On se regarde complètement perplexe. Au début, on pense à la chambre du dessus et on en rigole presque. Franchement, qui s'amuse à déménager des meubles à 4 heures du matin dans un hôtel? Sauf que très rapidement, on comprend que le bruit vient de la chambre juste à côté. Et là, le ton change complètement. On entend des bruits d'une violence inouïe, des coups répétés, du mobilier qui valse et surtout des cris. Pas des cris de dispute classiques, non. Des hurlements de détresse, des ordres aboyés et des cris de douleur qui vous glacent le sang. A et G pensent d'abord à un couple qui se dispute violemment. Mais avec P, on sent tout de suite que quelque chose de beaucoup plus grave est en train de se produire. Notre instinct nous dit que ce n'est pas normal. On décide de ne pas intervenir immédiatement à l'aveugle. On ne sait pas combien ils sont à l'intérieur. Dans cet étage, ce sont souvent des chambres de 4 personnes. Dans quel état ils se trouvent, ni s'ils sont armés. En ouvrant notre porte, un détail nous frappe. Le couloir sent énormément et même extrêmement fort le cannabis. Une odeur si puissante qu'elle prend à la gorge. À un moment, un son très fort s'élève dans leur chambre. Ils ont allumé la télévision à fond sur ce qui ressemble clairement à un film d'horreur. À la fois pour couvrir les bruits
et masquer ce qui se passe. Mais malgré le son du téléviseur au maximum, les coups et les hurlements de la femme continuent d'augmenter en intensité. Malgré le froid glacial de décembre, leur fenêtre est ouverte, tout comme la nôtre. On essaye d'écouter et d'enregistrer avec mon téléphone. C'est là qu'on aperçoit brièvement la femme s'approcher de la fenêtre, avant de disparaître à nouveau. Mon pote G me murmure alors « Je crois qu'il est en train de la... » J'ai pas envie que YouTube bip, donc voilà. On l'entend très clairement se faire frapper et jeter contre les murs. Puis là, la chose de trop se produit. Elle passe ses jambes par-dessus le rebord de la fenêtre. On est au 5e étage. Notre sang ne fait qu'un tour. Mon pote G, qui l'a vu en premier, hurle par la fenêtre. « Non madame, ne faites pas ça, on est là. » Puis se tourne vers moi, blême. « Mec, elle va se jeter. » Au même instant, à l'intérieur de la chambre, quelqu'un l'attrape violemment et la tire à l'arrière. C'en est trop. On sort de notre chambre en trombe, on tambourine comme des sourds à leur porte. Je frappe de toutes mes forces, j'étape encore plus fort et A essaie carrément de l'enfoncer. Pris par l'urgence, je décide de courir vers l'ascenseur pour descendre à l'accueil et trouver quelqu'un avec un pass. Pendant que j'attends l'ascenseur, qui semble mettre une éternité à arriver, j'entends un homme hurler follement sur mes potes dans le couloir. L'étage était en forme de T. J'entends juste la terreur. Paniqué par les cris de cet homme, mes 3 potes finissent par se réfugier dans notre chambre et s'enfermer à clé. J'arrive enfin à l'accueil. Complètement paniquée, j'explique au réceptionniste qu'une femme est en danger de mort à l'étage et qu'elle a failli sauter. Et là, sa réponse me rend fou. Moi aussi. Il me regarde et me lâche agacé. Oh putain, elle me casse les couilles. Tu vois, là j'étais en train de préparer les petits déjeuners. Bon, attends 2 minutes, je vais pisser. On remonte à l'étage. Il y a un silence de plomb. Je toque discrètement à la porte de ma chambre pour que mes potes me laissent entrer. Et au bout de 2 minutes, les cris reprennent de plus belle. Le réceptionniste se décide enfin à toquer à leur porte. Sans réponse, il annonce qu'il va rentrer. Mais au moment exact où il insère son passe, la porte s'ouvre brusquement. Une jeune femme blonde sort en courant. Elle s'enfuit à toute vitesse vers la sortie de l'hôtel, maculée de sang, le visage défiguré et le maquillage coulé. Juste derrière elle, un homme d'une 50aine d'années sort en titubant, complètement défoncé. Il a le crâne dégarni et de la bave sur le menton. Pris de panique, le réceptionniste se jette dans l'encadrement de notre porte et se protège en nous empêchant de sortir. Le plus absurde dans tout ça, 20 minutes plus tard, cet homme est revenu toquer à notre porte, persuadé qu'il s'agissait de la sienne, en appelant la jeune femme. Le réceptionniste est réintervenu brièvement pour lui dire qu'elle était partie et lui rendre son casque. On a appris par la suite que la chambre était dans un état catastrophique. Les fameux bruits lourds du début, c'était très probablement le crâne de cette pauvre femme frappée contre les murs. Le réceptionniste a supposé qu'il s'agissait d'une escorte et n'a même pas voulu appeler la police pour éviter les procédures, préférant attendre la fin de son service. Nous avions entre 16 et 19 ans. Cette nuit d'anniversaire est restée gravée en nous. J'espère du fond du cœur que cette jeune femme a pu s'en sortir. Ok. Cette histoire, franchement, on va pas se mentir, elle est quand même très dure, sincèrement. J'espère sincèrement que cette femme va très très bien. Je pense en toute sincérité qu'elle a dû sûrement, et je l'espère, aller aux urgences. Mais que ce soit une escorte ou non, quand il y arrive quelque chose comme ça, faut quand même prévenir les forces de l'ordre. Enfin, je sais pas, mais... Enfin, elle aurait pu mourir, donc déjà, bravo à ces 4 garçons, du coup, de ce que j'ai compris, d'avoir quand même intervenu. Le réceptionniste, franchement, il aurait pu prendre quand même ça au sérieux plus rapidement, mais bon. J'espère sincèrement que cette jeune femme va bien. Et on va passer à la 4e histoire qui a elle aussi un avertissement. Donc écoutez, voilà. On sait jamais, je vais vous dire l'avertissement quand même, mais pareil, si cette histoire ne vous convient pas, passez-la. Avertissement. Cette histoire qui va suivre aborde des événements très sombres. Une agression au couteau et des révélations assez troublantes.
Prenez soin de vous pendant l'écoute. Et c'est parti, on passe à l'histoire. Si jamais vous croisez un jour cet homme, faites extrêmement attention et signalez-le immédiatement. Tout a commencé un matin juste après une soirée. Avec mes deux frères, on avait loué une maison à Baltimore, aux États-Unis, pour faire la fête avec une quinzaine d'amis. La soirée s'est terminée très tard. Au matin, alors que tous nos amis étaient déjà partis, quelqu'un frappe à la porte. On s'est tous dit que c'était sûrement un ami qui avait oublié une affaire. Mon petit frère va ouvrir, et là, c'est le drame. L'homme en face de lui, au visage découvert, lui assène immédiatement un coup de couteau. Après l'avoir poignardé, l'agresseur s'est engouffré dans la maison. Mais dès qu'il m'a vu, moi et mon grand frère, il a littéralement bugué. Il est resté figé une seconde, puis a pris la fuite. J'ai voulu lui courir après, mais mon petit frère s'est mis à convulser au sol. On s'est précipité vers lui, on a appelé les secours et la police. Quand ils sont arrivés, mon petit frère a été immédiatement emmené aux urgences, à l'hôpital dans un état grave. Pendant que mon grand frère restait à son chevet, je suis allée déposer notre déposition au commissariat. Mais j'ai tout de suite compris que la police ne prenait pas du tout l'affaire au sérieux. Comme on venait de faire la fête, les flics ont probablement pensé qu'il s'agissait d'une bagarre entre potes bourrés et qu'on cherchait à couvrir l'un d'entre eux. Puisque la police ne bougeait pas, j'ai décidé de mener mes propres recherches. Voici la description exacte du suspect. C'est un homme immense, un bon mètre 95 pour au moins 120 kilos, très massif. Il avait le crâne rasé, mais ses sourcils trahissaient qu'il était blond. Ses vêtements et sa carrure laissaient penser à un profil militaire. Je suis désolée, mon chat mange. Il portait un t-shirt blanc à manches courtes et un pantalon treillis militaire. Mais le détail le plus frappant, ce sont ses yeux. Il a les yeux de couleurs différentes, l'un est gris et l'autre est bleu foncé. Étant donné sa corpulence, je doute qu'il ait pu courir bien loin à pied. Des complices devaient sûrement l'attendre en voiture dehors. Et même si nous étions aux États-Unis, je suis presque sûre de l'avoir entendu marmonner quelque chose en français. Très vite, une première théorie s'est imposée à moi. L'homme a attendu de voir qui ouvrait la porte avant de frapper. Mais quand il nous a vus, mon grand frère et moi, il a eu un temps d'arrêt, comme s'il se rendait compte qu'il s'était trompé de cible. La vérité, c'est que mon grand frère a un passif assez compliqué. Il a fait de la prison et s'y est fait pas mal d'ennemis peu fréquentables. Je me suis dit que cet homme était venu pour régler ses comptes avec mon grand frère, mais qu'il s'est trompé et a choisi la mauvaise personne. Plus tard, dans la journée, mon petit frère s'est enfin réveillé à l'hôpital. Ses souvenirs sont revenus et ils l'ont tout bouleversé. Il m'a confirmé deux choses cruciales. Premièrement, l'agresseur lui a bel et bien parlé et insulté en français juste avant de le planter. Deuxièmement, mon petit frère a mieux vu l'homme et se souvient de plusieurs tatouages sur son corps. Une plume, le numéro 44, et surtout un trèfle sur l'épaule avec un symbole gravé à l'intérieur. C'est là que mes recherches m'ont mené vers un constat glaçant. En me renseignant sur le symbole des gangs de prison américaines, tout s'est recoupé. Le trèfle à 3 feuilles, associé au chiffre 44 et à la croix gamme, voilà, et le symbole tristement célèbre de l'Arian Brotherhood. Je l'écris parce que je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Un groupe néo hyper dangereux, né précisément dans le milieu carcéral. Tout faisait sens. Mon grand frère s'est fait des ennemis en prison et un membre de ce groupe est venu exécuter un contrat ou une vengeance. Quand j'ai confronté mon grand frère à l'hôpital avec cette théorie, il s'est énervé et a tout nié en bloc. Mais la réalité est là. Cet homme est une vraie bombe à retardement, extrêmement dangereux, et ma peur bleue est qu'il réapparaisse pour terminer ce qu'il a commencé avec mon autre frère. Si jamais vous croisez un homme correspondant à cette description, avec ses tatouages et ses yeux verrons, ne vous en approchez surtout pas et signalez-le immédiatement. Prenez soin de vous. Cette histoire, je pense que potentiellement vous l'avez déjà entendue, parce que moi-même je l'avais déjà entendue, mais j'avais envie de la mettre dedans quand même, parce que je trouve ça quand même important de la partager. Malheureusement, je vais pas faire des leçons de morale là-dessus, mais sachez que vos actions peuvent avoir des conséquences, que ce soit sur vous ou même vos proches. Donc, essayez de faire attention.
Là, ce qui compte, c'est que son frère va quand même bien et j'espère qu'ils retomberont plus sur lui. Et voilà, j'espère que toutes ces histoires vous ont plu. Personnellement, est-ce qu'on peut dire que j'ai adoré vous les lire? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré faire cet épisode. Et je vais continuer une petite recherche sur Reddit. N'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien faire un épisode paranormal, sachant que moi-même j'ai des choses à vous raconter, donc peut-être vous faire un épisode 12 confessions, mais vraiment confession de ma part. Pourquoi pas, parce que franchement j'ai pas mal de choses à vous dire sur du paranormal. Mais pourquoi pas peut-être vous faire un épisode avant dédié aux histoires Reddit paranormales. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et pour les fans de K-pop et de BTS, mon vlog sur les concerts BTS, soit il est déjà sorti, soit il va bientôt sortir.